We have some breaking and very sad news. Actor James Gandolfini has died. Hollywood is mourning the loss of veteran actor James Gandolfini. Le 19 juin 2013, James Gandolfini meurt d'un arrêt cardiaque à Rome. Is he 51? So young, he's 51 years old. Célèbre pour l'intensité qu'il prêtait à tous ses rôles, il a changé la nature même du travail de comédien de télévision. Il a introduit le cinéma à la télévision. Il avait un talent incroyable. Après des apparitions remarquées dans des films comme True Romance et Get Shorty, il accède à la célébrité grâce à la série Les Sopranos. Tony Soprano, c'était lui. Il a donné de l'humanité à ce rôle de parrain. Tony Soprano redefined television as we'd known it. Mais il a dû payer le prix de l'ardeur qu'il mettait dans ses rôles. Quand il jouait des personnages sombres, Jim allait au plus profond de sa propre noirceur. Pendant 8 ans, ça n'a été que meurtre, meurtre et meurtre. Addiction, excès en tout genre, les rumeurs l'ont suivi tout au long de sa carrière. Tout ça lui arrivait à l'écran, mais aussi dans la vraie vie. Selon l'autopsie, James Gandolfini est mort d'un infarctus aigu du myocarde, c'est-à-dire d'une crise cardiaque, à l'âge de 51 ans seulement. Mais ce constat répond à autant de questions qu'il en soulève. Il était un peu jeune pour mourir d'une crise cardiaque, et je veux comprendre comment il en est arrivé là. Le docteur Michael Hunter, médecin légiste de renommée internationale, a conduit des milliers d'autopsies. Il enquête sur les morts suspectes dans l'une des plus grandes villes des États-Unis, en collaboration étroite avec les forces de l'ordre. James Gandolfini est décédé à seulement 51 ans. Il n'est pas commun de mourir brutalement à cet âge, ce qui me laisse penser qu'il souffrait de sérieux problèmes de santé. Je vais analyser chaque aspect de son histoire médicale de façon à comprendre ce qui a pu provoquer cette mort prématurée. Mars 2013, à Brooklyn. James tourne dans Quand vient la nuit, son 45e film, un thriller avec Tom Hardy. Nouvelle preuve qu'il fait partie des acteurs les plus cotés d'Hollywood. Il a joué dans de nombreux films très appréciés du public. Des films excellents. Il voulait être le meilleur artiste possible. Il interprète le rôle du propriétaire d'un bar entretenant des liens troubles avec la mafia russe, avec ce mélange de dureté et de vulnérabilité qui est devenu sa marque de fabrique. Il avait ce côté dur, ce quelque chose en plus, qui fait qu'il était remarquable dans la plupart des rôles dans lesquels on l'a vu. James partage son temps entre New York et Los Angeles, où vivent son ex-femme et son fils, avec lequel il a prévu un voyage à Rome une fois le tournage terminé. Jim était très proche de son fils Michael. Il passait autant de temps que possible avec lui. Il le conduisait à l'école tous les matins. C'était un très très bon père. Malheureusement, ce seront ses dernières vacances. Dans moins de 3 mois, James ne sera plus de ce monde. Au moment de sa mort, James fait 135 kilos pour 1,85 m. C'est presque le double du poids recommandé pour cette taille. D'un point de vue clinique, il était obèse. Et pourtant, il a travaillé sans arrêt dans le mois précédant sa mort, tournant jusqu'à 10 heures par jour, ce qui demande énormément d'endurance. J'en déduis qu'en dehors de son obésité, il était plutôt en bonne santé à la fin de sa vie. À ce stade de notre enquête, la cause de la mort n'est donc pas immédiatement apparente. James Joseph Gandolfini Jr. est né à Park Ridge, dans le New Jersey, de parents italiens. Son père est le responsable des gardiens dans une école catholique locale. Jim venait d'un milieu très populaire. Sa mère était dame de service à l'école. James Gandolfini était loin d'être Gatsby, le magnifique. Le jeune homme est profondément marqué par ses racines italiennes. C'était un fils d'immigrés. Et je pense que l'histoire familiale, les récits qu'il avait entendus, l'ont énormément influencé. James attrape le virus de la comédie
quand il tient le premier rôle dans la pièce du lycée, une adaptation de la comédie musicale Kiss Me Kate. Il a su très jeune qu'il voulait être acteur. Je ne sais pas si sa famille l'a beaucoup soutenu. En fait, ses parents préfèrent qu'il fasse des études. Son ami Mark l'a rencontré à l'université Rutgers, où James étudiait la communication. Les gens l'appréciaient. Tout le monde l'adorait. Il avait un immense charisme naturel. Il plaisait beaucoup aux filles, avec ses larges épaules, ses longs cheveux blonds. Il était vraiment beau garçon. Mais il avait aussi un côté sauvage. À 18 ans, James connaît ses premiers ennuis avec la loi. Il a été arrêté par la police pour avoir embouté une glissière de sécurité. J'ai donc enfilé mon uniforme de la marine. Je suis allé au poste de police et j'ai dit « Je suis là pour sortir James Gandolfini de prison ». Là, le policier me dit « Qui êtes-vous » Et je lui réponds « Je suis son cousin. Je suis dans la marine ». J'ai payé la caution. Ça devait être dans les $25. Et je suis reparti avec lui. Ensuite, je l'ai accompagné au tribunal. Peu intéressé par ses études, James parle de sa véritable passion à ses amis. Il voulait être acteur, même s'il ne savait pas trop comment s'y prendre. Après l'université, il fait toutes sortes de petits boulots, tantôt gérant d'un nightclub de New York, tantôt déménageur. James a déjà plus d'une vingtaine d'années quand il commence à suivre les cours de comédie de Catherine Gately. Il avait une personnalité très riche, très complexe. C'était quelqu'un de vraiment authentique. Au début, James a du mal à exprimer toute la gamme d'émotions qu'il a en lui. Il fuyait la colère, et c'est précisément le sentiment que je le poussais à explorer. Jusqu'à ce qu'un jour, lors d'une répétition, il se lâche enfin, détruisant le décor par la même occasion. À la fin de la scène, il était ravi. Il a dit plus tard que c'était là qu'il avait réalisé qu'il pouvait faire beaucoup de choses. Ce sera précisément cette capacité à contrôler les émotions bouillonnant sous la surface qui lui vaudra de jouer une série de rôles marquants de psychopathe et mafioso. Il avait le sentiment qu'aucun être humain n'est intégralement mauvais. Quand il jouait un tueur, il ne jouait pas un tueur. Il aurait trouvé ça ridicule. Pourtant, même après sa performance remarquée dans le rôle de Virgil dans True Romance, il doit toujours faire les petits boulots les plus étranges pour survivre. Il devra attendre d'avoir 38 ans pour décrocher le rôle de Tony Soprano, un parrain mafieux rongé par une colère rentrée. Il pensait qu'il avait beaucoup de chances d'y être arrivé. Et que si le destin ne lui avait pas souri à certains moments, il serait encore barman. Quand on regarde ces photos de James Gandolfini, on se rend compte qu'il avait énormément grossi au moment d'endosser le rôle de Tony Soprano. Et il semble clair que ce changement d'apparence physique est la contrepartie de son implication absolue dans ses rôles. Gandolfini est un adepte de la technique Meisner, qui exige du comédien qu'il se transforme complètement en une nouvelle personne. Or, James considérait que l'obésité était une facette essentielle de son personnage. Au début de la série, en 1999, il fait dans les 100-110 kilos. Mais quand je l'ai connu, il faisait bien 230 kilos pour 1m85. Je pense qu'il se disait qu'un parrain mafieux maigrichon, ce n'était pas crédible. Bren Seaman était la doublure image de James sur le plateau de Cœur perdu, le film dans lequel il a tourné juste avant la dernière saison des Sopranos. Les producteurs m'ont dit, il va falloir que tu prennes du poids si tu veux être sa doublure image. Joe Pantoliano, l'un des acteurs principaux des Sopranos, se souvient du comportement alimentaire de James sur le plateau. We did a breakfast scene in a diner and he was eating steak and eggs. Watch any other show, any other actor or actresses especially, they play with the food, right? They never swallow.
Jimmy G swallowed. And I mean, he went through about 4 or 5 steak and eggs. Reste à savoir quel est l'effet d'un tel régime sur la santé de James. Je voyais cette prise de poids comme la traduction concrète de la pression qui pesait sur ses épaules. Et je m'inquiétais pour lui. Les effets commençaient à se faire sentir incontestablement. Je l'ai regardé et je lui ai dit « Il faut que tu maigrisses un peu, Jim ». Et évidemment, il m'a répondu « Ça, je le sais ». À 135 kilos, James était susceptible de développer de l'hypertension, un excès de cholestérol, du diabète et des maladies coronariennes. Autant de problèmes susceptibles de se traduire par une crise cardiaque. Ça ne fait donc guère de doute. Le poids de James et son régime alimentaire ont joué un rôle dans sa mort. Avril 2013, Brooklyn, 3 mois avant la mort de James. Le tournage de Quand vient la nuit touche à sa fin. Pourtant, selon un témoin oculaire, James est à la peine physiquement. Un jour, il est tellement essoufflé qu'il doit même quitter le plateau. Il avait des problèmes de respiration. Ça se remarque dans Les Sopranos. On l'entend respirer. Ces problèmes respiratoires n'ont rien d'étonnant. En plus d'être obèse, James était fumeur. Tony Soprano passe sa vie cigare au bec, un péché mignon que l'acteur semble également apprécier dans la vraie vie. Tony est un personnage plein de failles, l'anti-héros par excellence. Un père de famille entretenant une liaison extra-conjugale, un criminel rongé par l'angoisse, un homme qui fume, boit et mange comme un ogre. Autant d'excès reflétant en partie la vie de James. James ne jouait pas la comédie. C'était pour de vrai. Il devenait le personnage. C'est pour ça que les gens l'appelaient Tony tout le temps. Ils pensaient que c'était lui, que l'acteur et son personnage de Tony Soprano ne faisaient qu'un. Le tabac sollicite encore davantage un cœur déjà fatigué. Même si les fumeurs de cigares n'inhalent pas la fumée, la nicotine est malgré tout absorbée par la bouche, ce qui augmente la pression artérielle, tandis que le monoxyde de carbone réduit la quantité d'oxygène dans la circulation sanguine. Et comme le surpoids, c'est une cause identifiée de maladies cardiovasculaires. Une image commence à se dessiner, celle d'un homme qui fait passer son métier d'acteur et le stress qui l'accompagne avant sa santé. Et j'aimerais savoir quelles en ont été les conséquences sur son bien-être mental et physique. James a joué ce rôle encore et encore et encore et encore. Pendant presque 10 ans. Je me faisais du souci pour lui. Juin 2013, Los Angeles, 2 semaines avant sa mort. James appelle son ex-fiancée Laura Samosa. Il a rencontré Laura sur le tournage du film Le Mexicain. Elle était assistante de production sur le film. Et ils se sont fiancés. Mais le couple se sépare en 2005. James est désormais le père d'un bébé de 8 mois qu'il a eu avec sa seconde femme, Deborah. D'après ce que l'on sait, James n'était pas très heureux avant sa mort. Et il essayait de convaincre Laura de revenir dans sa vie. Certains éléments laissent penser que dans les mois précédant sa mort, James se débattait avec des problèmes émotionnels. Sa vie privée était compliquée, et à l'image de son personnage, Tony Soprano, il a commencé une thérapie. James souffre notamment de manque de confiance en soi. Il doutait toujours de lui. Il disait tout le temps « Je ne suis pas un grand acteur ». Il manquait terriblement de confiance en lui. Quand on lui propose un rôle, il a la réputation d'appeler les producteurs pour leur demander de le donner à quelqu'un de meilleur, qui le mérite plus que lui.
Il a fait les essais pour le rôle de Tony Soprano et ensuite il a tourné le pilote. Il était tellement horrifié en découvrant sa performance à l'écran qu'il a écrit une lettre à HBO en disant « Je suis lamentable dans ce programme. Je vous ai fait perdre votre temps. Je vous ai envoyé un chèque afin de vous dédommager. Merci encore de m'avoir donné ma chance. » Mais les patrons de la chaîne ont le bon sens de ne pas l'écouter. Un comportement pareil est totalement inédit dans une industrie où tout le monde se met en avant, où le but est d'être vu et d'empêcher les autres de l'être. De tels doutes, ce n'est pas courant. À croire que prendre soin de soi et de ses intérêts n'est pas si évident. Italien du New Jersey, James a infusé ses origines dans la plupart des personnages à qui il a donné vie. Même si c'était une star hollywoodienne, il ne s'est jamais débarrassé de son côté banlieusard du New Jersey. Et c'est pour ça que le rôle lui allait à merveille. Mais son ami Mark pense que le poids des origines n'avait pas que des bons côtés. C'était un Italien du Sud, comme moi. Et ce n'est pas toujours simple pour nous en termes d'assimilation. On a ce sentiment diffus d'être nulle part à notre place. Je crois que ce manque de confiance en soi fait partie intégrante de notre caractère. On se dit toujours, est-ce que je serai à la hauteur ? Au début des années 2000, sur le tournage des Sopranos, les doutes de James Gandolfini sont démultipliés par ses difficultés à mémoriser les innombrables pages de dialogue. James était perfectionniste. Il me racontait que parfois, il s'énervait sur le plateau parce qu'il n'arrivait pas à se souvenir de son texte. Il lui arrivait fréquemment de se mettre en colère contre lui-même. Il était furieux. Il entrait dans une rage folle, même si ça ne durait pas longtemps. Il se mettait dans un état tel qu'il en venait même à se frapper. Dans une société hyper masculine, la colère est vue comme bien plus acceptable que la tristesse. C'est encore plus vrai pour James, qui a grandi dans le New Jersey, dans une famille arrivée d'Italie seulement 4 ou 5 décennies plus tôt. On parle d'une époque où un homme n'avait pas le droit d'être triste, mais où il est parfaitement acceptable de se mettre en colère. Résultat, ces deux émotions ont fini par se confondre. Quand je suis triste, j'exprime de la colère. Quand je suis frustrée, j'exprime de la colère. Quand je suis contrariée, j'exprime de la colère. La colère devient donc une sorte d'émotion refuge. Et je pense que c'est ce qui se passait dans le cas de James. La colère joue un rôle identifié dans le déclenchement des crises cardiaques. Le risque d'infarctus est décuplé dans les 2 heures qui suivent un violent accès de colère. Je me demande donc si ces sautes d'humeur n'ont pas joué un rôle dans la mort de James. James savait qu'il s'emportait trop facilement. Quand il jouait des personnages sombres, James explorait sa propre noirceur. Et c'était facile pour lui, parce qu'il avait une face sombre. Dans l'une de ses rares interviews, James Gandolfini dit au sujet de Tony Soprano « Je joue un Italien taré du New Jersey et c'est exactement ce que je suis ». Ses proches s'inquiètent de la pression que son rôle lui impose. Quand vous commencez à être affecté par tout ça, il faut se poser des questions. Il s'est immergé dans ces personnages, dont certains étaient d'authentiques psychopathes, des personnalités très sombres et très violentes. Il a dû plonger au plus profond de lui-même pour trouver toute cette colère, cette frustration, toutes ces émotions négatives dont il s'est servi pour jouer ses rôles. Et en plus, il devait rester dans son personnage, ce qui veut dire qu'il n'avait pas le moindre répit. Quand il se préparait pour une scène très intense, mieux valait ne pas être dans les parages. Le jour de sa mort, James était en vacances avec son fils. Selon les témoins, il était détendu et heureux. Je ne pense donc pas que la colère ait joué un rôle direct dans sa mort. Cependant, répéter de telles émotions sur une base régulière n'est pas sain et peut provoquer de l'hypertension.
Et James ne se contente pas de puiser dans son côté sombre pour en tirer toute la colère et l'intensité dont il est capable. Il a aussi l'habitude de mettre son corps à l'épreuve en se privant volontairement de sommeil ou, par exemple, en mettant des cailloux dans ses chaussures. Il essayait de produire des émotions aussi réalistes que possible. On peut jouer un rôle ou être le rôle. Et je crois que c'est ce qu'il essayait de faire. En s'imposant un inconfort physique, en se privant de sommeil par exemple, ou en mettant des cailloux dans ses chaussures, il pensait pouvoir exprimer un sentiment d'inconfort ou de colère qui pour lui étaient de véritables émotions. Et il ne pouvait pas passer de l'un à l'autre en appuyant sur un bouton. Il devait en faire l'expérience physique, émotionnelle et psychologique. Tout indique que James subissait un stress émotionnel et physique depuis très longtemps. Il s'était tellement mis dans la peau du personnage qu'il interprétait que ses amis ont commencé à s'inquiéter pour sa santé. Il avait des problèmes de confiance en soi, des difficultés relationnelles. Le stress chronique abîme l'organisme. Quand vous êtes stressé, une zone du cerveau, appelée amygdale, demande à la moelle osseuse de produire davantage de globules blancs. Ce phénomène provoque une inflammation des artères, qui peut conduire à des problèmes cardiaques. Sans compter que les personnes souffrant de stress chronique adoptent souvent un mode de vie malsain dans l'espoir d'apaiser leurs angoisses. Se dessine donc le profil d'un homme énormément impliqué dans son travail d'acteur et qui a donc dû en payer le prix en termes physiques et émotionnels. Un homme en surpoids, qui fume, enclin aux crises de colère et souffrant d'un manque d'estime de soi. De nombreux éléments indiquent que James Gandolfini a tenté de résoudre ses problèmes par le biais de l'automédication. 18 juin 2013, un jour avant la mort de James. James et son fils Michael arrivent à Rome après 12 heures de vol depuis Los Angeles et s'installent à l'hôtel Boscolo. Emmener Michael en Italie, c'était très important pour lui. Il voulait que son fils puisse découvrir de ses propres yeux ses origines italiennes. Ce soir-là, le père et le fils sont photographiés en train de dîner au restaurant Sabatini. Des gens ont fait des vidéos de lui sur leur téléphone lors de ses derniers jours à Rome. Et ces images ont refait surface après sa mort. Forcément, on le reconnaissait partout où il allait. Selon les témoins, James a dîné d'un plat de pâtes aux palourdes, profitant avec son fils de cette soirée exceptionnellement chaude pour la saison. Le serveur se souvient de son grand sourire, de ses éclats de rire et affirme que James avait l'air heureux. Le rapport d'autopsie indique qu'il aurait bu du Campari, du soda et du vin rouge. Boire de l'alcool en mangeant de la viande, c'est une habitude sociale. Mais cette habitude a conduit James à une dangereuse dépendance. Je vois dans les rapports qu'il a tenté de se sevrer de son alcoolisme à plusieurs reprises. La gravité de son problème est apparue clairement quelques mois avant qu'il ne décroche le rôle de Tony Soprano. En 1997, James a été arrêté par la police de Los Angeles. Il a été contrôlé par un agent pour conduite en état d'ivresse. Je crois que c'est l'incident qui l'a poussé à suivre une cure de désintoxication pour la première fois. Mais James aura bien du mal à régler ce problème. Il a suivi plusieurs cures, mais ça ne l'a pas aidé. Bien qu'il ait par le passé tenté d'arrêter l'alcool, il ne fait aucun doute que James buvait toujours à l'époque précédant sa mort. Or, la consommation excessive d'alcool peut être à l'origine d'un rythme cardiaque anormal, d'hypertension et abîmer le cœur. Autant de problèmes susceptibles de provoquer une crise cardiaque. Par ailleurs, j'ai bien peur qu'il ait souffert d'une autre addiction, constituant un facteur de risque supplémentaire. James était célèbre pour ses absences à répétition sur le plateau. Certains jours, j'étais avec lui et il n'arrivait pas à se lever le matin pour aller au travail.
Il appelait et il disait « Désolé, je ne pourrai pas venir. Je vous rembourserai pour tout ce que mon absence vous aura coûté. » Et ça coûtait très très cher. Rongé par la culpabilité, l'acteur tentait tant bien que mal de se faire pardonner. Il revenait sur le plateau très embarrassé par ce qu'il avait fait. Alors, il faisait un cadeau à toute l'équipe et aux comédiens. Une fois, c'était un massage gratuit. Ou bien il faisait livrer des sushis ou des friandises sur le plateau. Il a payé une montre à toute l'équipe. Tout le monde avait une montre offerte par ses soins. C'était un homme généreux, il était comme ça. Jusqu'à ce matin où l'équipe l'attend en vain, alors que doit être tourné le grand final très coûteux de la 4e saison des Sopranos. La production avait dépensé une fortune pour réserver la quasi-totalité de l'aéroport du comté de Westchester. Et James n'est jamais venu. Ni ce jour-là, ni le lendemain, ni le surlendemain. Des membres de l'équipe ont commencé à se demander s'il n'était pas tout simplement mort. Ce n'est qu'au bout de 4 jours que la production a reçu un coup de téléphone. James a perdu ses papiers et son téléphone. Le seul numéro dont il se souvient est celui des bureaux de la production. Il leur a dit « Quelqu'un peut venir me chercher? Je suis à Brooklyn. » C'est à cette époque qu'il se sépare de sa première femme, Marcy. Durant la procédure de divorce, cette dernière affirme que certaines de ses absences sur le plateau sont dues à un sérieux problème de dépendance à la cocaïne. Marcy tenait un journal intime dans lequel elle racontait, avec force détails très concrets, la lutte secrète de son mari contre sa dépendance à l'alcool et à la cocaïne. Il était à tel point sous l'emprise de ces substances qu'il lui arrivait de quitter le domicile conjugal en titubant pour aller acheter de la drogue, avant de finir avec des femmes dans des endroits sordides. Il est allé très très loin. La cocaïne augmente la réceptivité à la dopamine, l'hormone provoquant une sensation de plaisir. C'est une substance hautement addictive et très nocive pour le cœur. Les consommateurs réguliers peuvent souffrir de cardiomyopathie, une affection qui endommage les parois vasculaires et qui se traduit par des défaillances et des crises cardiaques. Et également d'ischémie, un ralentissement, voire un arrêt complet, de la circulation sanguine vers le cœur, ce qui là aussi peut entraîner une crise cardiaque. Alors que les rumeurs sur sa vie privée font les gros titres, James Gandolfini décide de faire une déclaration publique. J'ai été convoqué au bureau de son chargé de relations publiques. Il se sentait tenu de clarifier la situation. Il admet sa dépendance à la cocaïne, contractée lors de son expérience de manager de boîte de nuit, alors qu'il avait à peine 20 ans. Ces révélations ne surprennent guère ceux qui le connaissent. Ça ne m'a pas surpris. Je savais qu'il avait trempé dans ce genre de choses à l'époque. Mais il semblerait que son addiction se soit aggravée avec les années. Il voulait retrouver la santé. Il voulait se débarrasser de ses démons. Mais en même temps, il n'a jamais vraiment eu le cran d'aller au bout d'une cure de désintoxication digne de ce nom. Comme il me l'a dit lui-même, il luttait au jour le jour contre sa dépendance. Beaucoup de gens commencent d'abord par consommer de la drogue de manière récréative, avant de s'en servir comme une véritable béquille. Et je crois que c'est ce qui est arrivé à James. Comme il travaillait dans un bar, il a commencé à en prendre, ce qui lui a peut-être donné un sentiment de confort, une confiance en lui. Si bien qu'au bout du compte, malheureusement, son bien-être s'est mis à dépendre de la drogue. Du fait de son addiction, James disparaissait pendant des jours et des jours. Cela a contribué à détruire son premier mariage et sa vie professionnelle. J'aimerais donc savoir si ce problème, qu'il ne maîtrisait plus du tout, a pu jouer un rôle dans sa disparition. 19 juin 2013, 19h. Hôtel Boscolo à Rome. Après une journée de visite touristique, James s'apprête à dîner avec Michael, son fils de 13 ans.
Michael n'avait jamais mis les pieds en Italie et je pense que Gandolfini tenait à lui faire découvrir ses racines. Tous les gens qui l'ont vu ce jour-là affirment qu'il avait l'air heureux, en pleine forme. Tout semble indiquer qu'il était ravi d'être à Rome. Le dernier repas de l'acteur commence par 4 verres de rhum, 2 pina coladas et 2 bières, accompagnés de 2 plats de crevettes grillées et une belle tranche de foie gras. À 21h, le père et le fils regagnent leur chambre d'hôtel. Michael a vu son père pour la dernière fois quand celui-ci s'est enfermé dans la salle de bain. James ne se sentait visiblement pas bien. Michael n'entendait plus son père dans la salle de bain. Comme la porte était fermée à clé, il ne pouvait pas entrer. Il a toqué, mais son père ne lui a pas répondu. Michael a couru en bas, à l'accueil, où il a prévenu les membres du personnel qu'il s'inquiétait pour son père. Ceux-ci se sont rués dans la chambre et sont parvenus à ouvrir la porte de la salle de bain. À ce stade, il est clair que James ne respire plus. Il est en état d'arrêt cardiaque. Son cœur a cessé de battre et de faire circuler le sang dans son organisme. Il faut alors recourir à la réanimation cardio-pulmonaire pour faire fonctionner le cœur manuellement, afin de faire repartir la circulation sanguine et irriguer le cerveau en oxygène. En attendant l'arrivée des secours, le personnel de l'hôtel tente de réanimer James. 22h08. Les secouristes arrivent sur les lieux environ 8 minutes après avoir été prévenus. Selon les déclarations du conducteur de l'ambulance, le personnel de l'hôtel était en train d'effectuer un massage cardiaque quand les secours sont arrivés, mais il était déjà trop tard. À ce stade, les secouristes se sont préparés à utiliser un défibrillateur pour faire repartir le cœur de Gandolfini. Cet appareil envoie un courant électrique sur les parois vasculaires. Le choc est destiné à interrompre l'irrégularité des pulsations que peut provoquer une crise cardiaque et permettre ainsi au cœur de revenir à la normale. Sauf que, selon les témoins oculaires, Gandolfini n'avait plus de pouls à ce moment-là. Or, un défibrillateur n'est efficace que si le cœur est encore actif. Ça ne servait donc à rien. 22h20, l'acteur arrive aux urgences de l'hôpital Umberto. L'hôpital était tout près. Les médecins ont tenté de le réanimer, mais ils n'y sont pas parvenus. Ils ont donc officiellement prononcé la mort à 23h. James Gandolfini est déclaré mort à 23h. Un ami m'a appelé pour me dire « Allume la télé ». Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a répondu « James est mort ». Et là, j'ai failli m'évanouir. We have some breaking and very sad news. Hollywood is mourning the loss of actor James Gandolfini has died. La nouvelle se répand à travers le monde. Quand j'ai appris sa mort, j'étais sous le choc, car c'était une telle force de la nature, mais en même temps, une partie de moi s'y attendait. C'est terrible, non? J'ai pensé à lui toute la journée et toute la nuit. Je me disais que c'était une telle tragédie. En attendant les résultats de l'autopsie, des bruits commencent à circuler. Sa mort serait due à sa bataille contre la cocaïne, qui n'était un secret pour personne. Je me suis tout de suite dit, est-ce que c'est la conséquence de ses addictions? Le résultat de sa toxicomanie? Today we received the results of the autopsy.
which stated he died of a heart attack of natural causes. The autopsy further states that nothing else was found in his system. Quand le rapport d'autopsie est tombé, même si rien ne pouvait le ramener, évidemment, j'ai malgré tout ressenti une sorte de joie, car ce n'étaient pas les addictions avec lesquelles il s'était débattu toute sa vie qui avaient mis un terme à son existence. C'était un soulagement. Aucune trace de drogue n'a été retrouvée dans le corps de James. Donc, même si sa consommation prolongée de cocaïne a pu abîmer son cœur, il n'est pas mort d'une crise cardiaque soudaine provoquée par la prise de drogue. Cependant, je vois ici que James souffrait d'une maladie à long terme potentiellement fatale. Une maladie qu'un rapport d'autopsie ne mentionnerait pas forcément. James souffrait d'apnée du sommeil. Parfois, il s'endormait et il s'étouffait dans son sommeil. Il ne respirait plus. Il fallait que je le secoue et là, il se remettait à respirer, mais ça faisait très peur. On se dit, que faire s'il arrête de respirer? Il ne vous reste plus qu'à appeler les urgences. Le syndrome d'apnée du sommeil est dû à une obstruction des parois de la gorge qui se détendent et rétrécissent après l'endormissement, interrompant la respiration. Le patient est encouragé à porter un masque durant le sommeil, sans quoi sa respiration risque de s'arrêter et de ne reprendre qu'avec des halètements. Le phénomène peut se produire des centaines de fois par nuit. Ça le mettait très mal à l'aise de devoir porter cet appareil, qui ressemblait à une sorte de masque de plongée avec un tuyau. Moi, ça ne me gênait pas. Je ne voulais pas qu'il meure. On estime qu'une apnée du sommeil non traitée multiplie par 5 les risques de mourir d'un problème cardiaque. En effet, l'organisme répond à l'arrêt de la respiration en libérant de l'adrénaline et en augmentant le rythme cardiaque. Les vaisseaux sanguins se compriment et la pression artérielle augmente. Un tel syndrome n'a pu qu'avoir des effets négatifs sur la santé de James. Sans compter que le Dr Hunter a trouvé de nouveaux éléments montrant que James souffrait d'une autre maladie potentiellement fatale. We did a breakfast scene in a diner and he was eating steak and eggs. I said, you know how much cholesterol is in there? He says, 25% of my arteries are blocked. I said, are you crazy? And he said, hey, 75% still work. Des artères obstruées sont forcément synonymes d'artérosclérose. Des plaques constituées de graisse, de cholestérol, de calcium et d'autres substances se répandent dans le sang, durcissent avec le temps et finissent par obstruer les artères. Si ce phénomène intervient dans les artères coronaires, qui conduisent le sang vers le cœur, on parle de maladie coronarienne. Jim savait qu'il devait faire un peu plus attention à lui, à sa santé. Et je lui faisais des suggestions qui allaient dans ce sens. Mais c'était compliqué pour lui. Je me souviens qu'il me disait, « Tu crois que c'est toi qui vas m'aider? Que c'est toi qui vas me faire maigrir ?» Au total, James était un patient à haut risque de crise cardiaque. Il fumait, buvait, prenait de la cocaïne, il était en surpoids, il souffrait d'apnée du sommeil et d'artérosclérose. Reste à savoir pourquoi il est mort précisément ce jour-là, le 19 juin 2013, à Rome. Je crois que ce sont les événements intervenus juste avant sa mort qui nous donneront la réponse. Le jour du décès de James, il fait anormalement chaud à Rome, la température dépassant les 37 degrés. Rome, en été, c'est infernal. Surtout pour les touristes qui passent leur journée à se promener. La chaleur, quand vous êtes un peu enveloppé, c'est extrêmement inconfortable. Les gens souffrant d'artérosclérose ont davantage de chances de faire une crise cardiaque par temps chaud. La sudation provoque une déshydratation qui réduit la circulation sanguine et oblige le cœur à travailler davantage. Il risque alors de ne pas le supporter, d'où un risque de crise cardiaque. James a ensuite pris un repas très lourd, accompagné de plusieurs verres d'alcool. Et je crois que c'est surtout ça qui a provoqué l'arrêt cardiaque fatal.
Apparemment, il aurait commandé plusieurs plats de crevettes frites et du foie gras. Ce n'est pas le repas le plus léger qui soit par une chaude journée, surtout si on y ajoute plusieurs boissons, dont 2 pina coladas, 2 bières et 4 verres de rhum. Selon une étude récente, un repas lourd multiplie par 4 les risques de crise cardiaque dans les 2 heures suivantes. Après un tel festin, les artères coronaires se contractent, ce qui rend la circulation sanguine plus difficile. Sans compter que le sang devient plus gras et plus épais. Pour une personne dont les artères sont en mauvais état, ce phénomène peut entraîner la formation d'un caillot et provoquer une crise cardiaque. Dans le cas de James Gandolfini, ce dernier repas a sans doute été un déclencheur. Toute cette nourriture lourde a contracté ses artères déjà malades, alors que l'alcool augmentait encore davantage la pression sanguine. James avait parfaitement conscience que ses artères étaient en partie obstruées et que sa santé était fragile. La tragédie, c'est qu'il n'avait pas assez d'estime de soi pour prendre soin de son corps. Ce qui est étonnant vu de l'extérieur, c'est que cet homme semblait avoir tout pour lui. Les gens l'aimaient. Il faisait une carrière extraordinaire. Les pontes de l'industrie cinématographique étaient ses amis. Et pourtant, malgré tout ça, il n'était peut-être pas heureux d'être l'homme qu'il était. C'est triste, mais on est bien forcé de se demander si James Gandolfini a jamais su à quel point il était incroyable. C'était un pionnier. C'était un vrai géant, dans le sens où il a introduit le jeu d'acteur du cinéma à la télévision. Tellement de gens me disent aujourd'hui, je préfère les séries aux films maintenant. C'est en partie grâce à lui, et je l'en remercie. C'était un acteur né. C'est la seule chose qu'il a toujours voulu faire. James était un homme généreux, attentionné, aimant, unique. Voilà le souvenir que je garderai de lui. Son cœur énorme.